Bonjour et bienvenue dans ce programme dédié à, comment on pourrait dire, au résumé du cours de notre connasse qui a reporté après avoir annulé le partiel. Donc sur ce, on va tout de suite commencer. Là, on va parler de l'Écosse et de l'Angleterre, des situations politiques, religieuses, militaires, enfin des guerres, des conflits entre eux. Et donc on va commencer tout d'abord en 1688. Donc à l'époque, l'Angleterre, elle est protestante, mais le roi, lui, il est catholique. Et ce roi, c'est James II. Et cette même année, il sera renversé pour diverses raisons. Déjà, le roi James II, il est catholique, mais l'Angleterre est protestante. En plus, le roi, du coup, il va avoir un parti pris pour les catholiques dans ses nominations clés. Il avait aussi auparavant outrepassé son autorité en matière judiciaire. Et le roi avait aussi révoqué le Parlement sans jamais le rappeler. Il y a aussi eu d'autres raisons, mais je ne peux pas toutes les citer. Mais en gros, tout ça veut dire qu'il y en avait quand même beaucoup. Et sa fille, donc Marie II d'Angleterre, était mariée à William d'Orange, qui finira par contre par envers l'Angleterre donc en 1688. Il n'y a eu aucune bataille et William fut invité par le Parlement à devenir roi et à régner conjointement avec sa femme. Donc James II a été évincé de son trône et s'est exilé en France. Alors, on va faire étape par étape, chapitre par chapitre. Donc là, je vais parler du massacre de Glencoe. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le massacre de Glencoe, c'est un traumatisme encore aujourd'hui pour les Écossais et surtout pour les catholiques. Donc à cette époque, comme je l'ai dit, c'est William III, ce gros connard, qui est au pouvoir après avoir remplacé James II lors de la glorieuse révolution de 1688. Sauf que il y a des tensions politiques et religieuses, notamment avec les clans écossais qui sont contre William III et qui sont jacobites, c'est-à-dire ce sont des fervents partisans de James II et donc du catholicisme. Donc ce connard de William III demande à tous les chefs de clans écossais de prêter serment d'allégeance avant le 1er janvier 1692. Tous le font, sauf un clan, le clan de MacDonald. Donc en raison de plusieurs retards et malentendus, ce clan ne prête serment d'allégeance que le 6 janvier. Bon, du coup, ça va quand même, hein? Hein? Eh ben non, parce que le secrétaire d'État pour l'Écosse envoie des troupes à Glencoe chez les MacDonald pour en faire un exemple. Alors au début, ils se présentent comme des soldats envoyés en mission de pacification. Du coup, les MacDonald les accueillent, les nourrissent. Bref, c'est vraiment l'hospitalité à l'écossaise. Et ils les mettent vraiment bien. Mais, coup de théâtre, gros plot twist de sa mère, au petit matin du 13 février 1692, tout fout le camp. Donc les soldats commencent à massacrer les McDonald's dans leur sommeil. Et ouais, en plus d'être des énormes sacs à merde, ils sont aussi lâches. Et environ 38 hommes sont tués ou meurent dans la neige en tentant de s'échapper. Et presque autant de femmes et d'enfants sont laissés pour morts dans le froid glacial. Donc le massacre de Glencoe devient un symbole de trahison et de brutalité. Il illustre notamment la barbarie des guerres de religion en Écosse durant les années précédant le traité d'union de 1707. Mais surtout, ce massacre a terni l'image de William III, qui, déjà mal aimé par les catholiques et les jacobites d'Écosse, apparaît désormais comme un violent tyran, un ennemi de la paix et surtout un énorme connard qui impose sa loi par la violence dans un pays qui n'est pas le sien et qui confond la paix avec le contrôle par la violence. En gros, c'est George Bush, mais des siècles auparavant. Maintenant, je vais parler du désastre de Darien. Donc, à la toute fin du XVIIe siècle, il y a à peu près 2500 Écossais qui tentent d'installer une colonie au Panama. Ça sera donc la colonie de Darien. Donc, au mois de juillet 1698, plusieurs navires écossais quittent Édimbourg direction le Panama pour y fonder une colonie dans la région de Darien. Donc, cette région est très prisée par les forces européennes à cause de ses mines d'or et d'argent, mais également à cause de la possibilité d'un passage vers l'Asie par les océans Pacifique et Atlantique. L'Écosse se dit alors why not essayer myself after all? Ce qui va les laisser tenter quelque chose de dingue et qui sera au final un fiasco. Donc le projet est piloté par William Patterson, un marchand et financier écossais dont la fortune repose sur le commerce triangulaire et l'esclavage. Il a d'ailleurs fondé plusieurs banques comme la Bank of England et la Bank of Scotland qui d'ailleurs est encore en activité aujourd'hui. Donc au début, les nouvelles sont bonnes, les colons s'entendent bien avec les autochtones et les fruits sont mamacita. Sauf que très vite, ils se rendent compte que c'était peut-être pas la meilleure idée au monde d'installer une colonie dans une région marécageuse avec un climat tropical aussi violent et très très vite, les pertes humaines sont considérables et même que la femme et la fille de Patterson succombent de la fièvre jaune quelques jours seulement après leur arrivée. Donc en juin 1699, la majorité des colons ont quitté la colonie et les Espagnols en profitent alors pour entamer un blocus au port de la colonie.
Les derniers survivants se rendent le 31 mars 1700 et c'est ainsi que s'achève le rêve de fonder une colonie 100% écossaise. Donc les pertes financières elles sont énormes, hein. On estime que 25% du capital monétaire écossais est parti en fumée. Alors, les raisons de ce fiasco sont surtout géopolitiques, hein. Dès 1696, les marchands anglais sont pas fans de l'idée que des rivaux s'installent près d'eux et de la compagnie anglaise des Indes orientales. Et les Écossais se rendent compte qu'ils ne pourront pas compter sur le roi Guillaume III qui refuse d'intervenir parce qu'il a trop peur de fragiliser l'alliance anglo-espagnole. Petite salope, va. En l'espace de 2 ans, la colonie de Darien est née, a prospéré, a chuté et est morte. Et après ceci, l'Écosse est dominée par un sentiment de colère et d'impuissance, ce qui jouera un rôle déterminant dans l'acte d'union de 1707, tout comme la catastrophe financière qui suivit la chute de la colonie. Là, ça devient très très intéressant. Donc le 8 mars 1702, William III crève comme une merde. Hachette, petite salope. C'est donc Anne Stuart, qu'on appelle juste Anne, qui succède à William. Donc à ce moment-là, comme vous le savez, l'Écosse subit une crise économique, notamment à cause du désastre de Darien, mais pas que, il y a aussi de nombreuses famines qui frappent également l'Écosse, et tout ceci change le regard qu'ont les élites écossaises sur une potentielle union avec l'Angleterre. Ils la voient comme une solution aux problèmes économiques qui les touchent, et de son côté, Londres aimerait bien unifier l'Écosse, toujours suspecte de rébellion. Il y a donc une véritable campagne de séduction des élites qui va jusqu'à la corruption et à la promesse de titres et de sinécures. Et on promet aussi de rembourser les Écossais ayant investi et perdu leur argent dans le projet d'Ariane. Donc il n'en fallait pas plus pour les convaincre. Et en 1706, l'acte d'union avec l'Écosse est adopté par le Parlement anglais et l'acte d'union avec l'Angleterre est ratifié par le Parlement écossais l'année suivante, donc en 1707. Donc le 1er mai 1707, l'Angleterre et l'Écosse forment un seul royaume, celui de Grande-Bretagne. Donc leurs parlements sont réunis, mais inégaux. Contre plus de 500 députés anglais et gallois siégeant aux communes de Westminster, l'Écosse en compte 45. Et quant aux pairs, aux lords, l'Écosse repose sur uniquement 16, bien moins que les 160 que comptent les Anglais et les Gallois. Donc l'Écosse conserve tout de même son indépendance en matière juridique et religieuse, mais la monnaie, le système fiscal, le commerce et le drapeau sont désormais communs. Alors, malgré le traité d'union de 1707, il y a encore quelques tensions qui vont s'accentuer au fur et à mesure que l'Angleterre joue au con. Donc, tout d'abord, le Private Council, ou conseil privé, est aboli. Mais le Private Council, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Le Private Council était un conseil de conseillers du roi. Il assistait le monarque dans la gestion quotidienne du royaume, surtout quand le Parlement ne siégeait pas. C'était un organe exécutif, mais également judiciaire et politique. Mais en 1708, il est aboli, notamment car Londres voulait centraliser le pouvoir exécutif, mais également car le Conseil était vu comme un relais potentiel d'opposition en Écosse, surtout dans un contexte de tension jacobite. Ainsi, même si l'Écosse conserve ses lois et son église, la Kirk, elle a perdu une large part de son autonomie politique et exécutive. De plus, le marché mondial s'effondre en Écosse, et la bière est taxée en 1714, ce qui est un putain de sacrilège, bon Dieu de merde. Donc ceci a d'ailleurs causé des émeutes à Glasgow qui ont même menacé l'Union. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les rébellions jacobites. Alors attention, toute l'Écosse n'était pas jacobite, les Lowlands et les grandes villes comme Glasgow et Édimbourg soutiennent le gouvernement hanovérien. Mais dans les Highlands, et donc dans les clans, le jacobitisme règne en maître pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord une forte loyauté clanique, un ressentiment contre la centralisation britannique, un attachement aux Stuarts, historiquement lié à l'Écosse, et il y a également un impact économique et politique négatif ressorti après l'Union. En 1715, un an après la mort de la reine Anne et de l'arrivée au trône du roi George I d'Hanovre, le comte de Mar, John Erskine, mobilise pas moins de 16 000 hommes, dont 2 tiers venaient des clans des Highlands, afin de se rebeller. Donc le comte de Mar contrôlait presque tous les Highlands et était le symbole du mécontentement face à l'Union, les Jacobites essayant de redonner le trône au fils de James II, James Francis Edward Stuart, appelé le Vieux Prétendant. Mais bien qu'ils étaient 3 fois plus nombreux que les forces du duc d'Argyle, l'incompétence du comte de Mar les a menés droit vers la défaite le 13 novembre à Sheriff Muir. Donc le combat était carrément pas ouf, hein. Tout le monde était perdu, c'était un cafouillage complet, et à tel point que le comte de Mar a retiré ses troupes en pensant avoir gagné sans prendre le temps de finir les troupes ennemies, qui du coup ont appelé des renforts. Quel con ce comte de Mar, c'est même plus le comte de Mar, c'est le con de Mar. Bref, du coup, quand le vieux prétendant a voulu débarquer en Écosse, on lui a mis un stop, il est allé se faire mettre. Mais cette défaite n'a pas pour autant découragé les troupes jacobites qui ont continué de lutter jusqu'à la bataille de Culloden.
Donc en 1745, Charles Edward Stuart, le petit-fils de James II, appelé Bonnie Prince Charlie, ravive le mouvement jacobite. Donc il rallie les partisans et les clans des Highlands à sa cause et remporte une série de victoires surprenantes, notamment celle de Preston Pans en septembre 1745. Alors il continue d'avancer jusqu'à Derby en décembre 1745, ce qui était assez fou en fait quand on y pense, mais à cause d'un manque de soutien anglais et à l'imminence des renforts gouvernementaux, ils sont contraints de battre en retraite vers l'Écosse. Mais les forces jacobites, composées principalement de clans des Highlands, sont mal équipées, fatiguées et même démoralisées après leur retraite de Derby, et par l'hiver assez rude. De plus, la fatigue, la malnutrition et la maladie avaient quelque peu décimé leurs troupes. Donc la veille de la bataille, Charles Edward Stuart a également lancé une tentative de raid nocturne sur le camp gouvernemental qui fut un échec, ce qui épuisa et désorganisa encore plus les troupes. Et c'est le lendemain qu'a lieu la fameuse bataille de Culloden, donc du 16 avril 1746. Alors le champ de bataille, c'est un terrain marécageux et ouvert, ce qui était très désavantageux pour les jacobites. Alignés sur la lande de Culloden, les armées jacobites et anglaises, respectivement composées de 5000 et 8000 hommes, s'affrontent. Mais l'infériorité numérique, la fatigue des troupes et les conditions défavorables du champ de bataille mènent très vite les jacobites vers une défaite cuisante. Donc au final, entre 1500 et 2000 hommes sont tués ou blessés du côté jacobite, contre entre 50 et 300 du côté des Anglais. Donc la poursuite des survivants a entraîné un nombre tellement élevé de morts qu'il est difficile d'estimer le nombre exact de morts du côté des jacobites. Alors non seulement la défaite à Culloden a marqué la fin des aspirations à restaurer la dynastie des Stuarts sur le trône britannique, mais les clans des Highlands ont subi de lourdes répercussions. Donc, tout d'abord, de nombreux chefs de clans ont été tués ou exilés, les terres des clans ont été confisquées et la culture gaélique fut réprimée et les structures claniques démantelées. Donc, cette bataille a également consolidé la domination britannique sur l'Écosse et a renforcé l'autorité du gouvernement central à Londres. Donc, des lois répressives ont été promulguées pour pacifier les Highlands. Par exemple, le port du tartan et du kilt furent interdits, les structures claniques furent dissoutes et l'usage du gaélique fut réprimé. Alors ces mesures ont profondément affecté la société écossaise et ont contribué à l'assimilation forcée des Highlanders dans le Royaume-Uni. Et voilà, c'est comme ça que se sont terminées les guerres de religion, les rivalités entre catholiques et protestants, entre hanovriens et orangites, je sais pas du tout, contre les jacobites. Voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et sur ce, un petit peu, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Je suis tellement ringard, putain.